Nous avions plus de continents autrefois. Attends, combien y en a-t-il maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Je suppose que ça dépend à qui tu demandes, mais il y en avait plus avant. Ce ne sont pas seulement des mythes ou des continents inventés dans un livre de science-fiction ou de fantasy. C'est réel, ils existent, des masses terrestres, d'immenses étendues, vibrantes de la Terre, qui existaient autrefois au-dessus du niveau de la mer, mais qui ont disparu sous les océans, emportant avec elles la majeure partie de leur histoire. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage pour découvrir ces mondes engloutis, en particulier deux que je trouve vraiment fascinants, qui sont Doggerland et la Zélandie. Bonne nouvelle, pas besoin de passeport, vous pouvez y aller directement. Mauvaise nouvelle, il vous faudra sûrement un équipement de plongée, car il n'y a aucune terre où marcher. Près de chez nous, en Europe, il y a le Doggerland, au nom plutôt ridicule. Regardez une carte moderne de la mer du Nord. On a l'impression que la Grande-Bretagne est une île assez isolée. On a le sentiment qu'elle a toujours existé comme une sœur proche de l'Europe continentale. Pendant une grande partie de la dernière ère glaciaire, la Grande-Bretagne était reliée à l'Europe continentale et en faisait partie. Par une vaste étendue de terre basse, s'étendant de ce qui est aujourd'hui la côte est de l'Angleterre jusqu'aux Pays-Bas, au Danemark et au-delà, cette terre s'appelait Doggerland. Une carte ancienne des Pays-Bas comparée à celle d'aujourd'hui le montre. Ils ont utilisé de nombreuses techniques de récupération des terres pour étendre leur territoire, gagner sur l'eau et, en fait, s'étendre sur ces terres basses qui étaient sous l'eau. Je pense qu'une partie du Doggerland fait encore partie des Pays-Bas. À son apogée, il y a environ 20 000 ans, le Doggerland aurait pu être aussi vaste que 100 000 km², soit à peu près la taille de l'Islande, ou la moitié du Royaume-Uni actuel. Ce n'était pas une terre stérile ni un no man's land, mais un lieu de choix pour les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique. Il y avait des rivières, des forêts, des lacs et de nombreux animaux à chasser. Pour un humain préhistorique souhaitant s'installer, c'était sans doute un bon choix. Ce qui me frappe ici, c'est que des humains ont vraiment vécu en ce lieu. Ce n'est pas le cas d'une étrange masse terrestre qui existait avant que les humains n'apparaissent. Nous étions là en même temps que ceux-ci. Qui sait, peut-être que nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents communs s'y promenaient ensemble. Alors, qu'est-il arrivé à cet endroit? Essentiellement, la montée du niveau de la mer, à la fin de la dernière ère glaciaire et la fonte des glaciers ont fait grimper le niveau de la mer de plus de 100 mètres. Doggerland s'est lentement changé en marécage, puis en île, comme dans l'est de l'Angleterre aujourd'hui. Et enfin, vers 6500 avant Jésus-Christ, la majeure partie était sous l'eau, à cause d'un énorme tsunami provoqué par l'éboulement de Storegga. C'était essentiellement un gigantesque glissement de terrain sous-marin au large des côtes de la Norvège. Et vers 6200 avant Jésus-Christ, cela aurait pu porter le coup final, anéantissant les dernières terres et peut-être des communautés, faisant du Doggerland un simple souvenir. La mer n'est pas très profonde ici, la terre est simplement immergée. Et si elle n'avait jamais sombré, la Grande-Bretagne n'aurait peut-être jamais été une nation insulaire? Les cultures anglaises, néerlandaises et danoises auraient peut-être pu former un seul ensemble continental. Peut-être. Chaque pays aurait agrandi ses frontières là-bas, où de nouveaux pays seraient apparus entre eux. Le tunnel sous la Manche ne serait pas une merveille d'ingénierie, ce serait juste une route ordinaire, et l'histoire aurait pu être incroyablement différente. La Grande-Bretagne n'aurait peut-être pas survécu au début de la Seconde Guerre mondiale sans son isolement insulaire. D'un autre côté, le Brexit n'aurait peut-être pas eu lieu, car il n'y aurait pas eu autant de sentiments de séparation avec l'Europe. C'est un peu triste, non ? C'est étrange, car ce ne sont que des terres qui existaient il y a des millénaires. Pourtant, cela attriste de voir le soleil s'être couché sur leur existence. Et en parlant du coucher du soleil maintenant, c'est l'été. Le soleil se couche assez tard ici où je vis. Il commence à se coucher à 21h. Et puis il se lève à partir de 6h du matin, ce qui rend les choses un peu difficiles si tu veux faire la grasse matinée, ou si tu veux te coucher tôt. Maintenant, plongeons un peu plus profondément, littéralement, et traversons le monde pour jeter un œil à la Zélandia. Si ça te fait penser à la Nouvelle-Zélande, c'est normal, car c'est bien là qu'elle se trouve. Contrairement au Doggerland, simple pont terrestre,
La Zélandia est la véritable affaire. Une véritable plaque continentale dont 93% est aujourd'hui submergée sous l'océan Pacifique. La Zélandia faisait environ 4,9 millions de kilomètres carrés, c'est à peu près les 2/3 de la taille de l'Australie, à peu près la même taille que l'Inde. Et oui, la Nouvelle-Zélande n'est que la partie visible de ce continent caché. Considérez-la comme la partie émergée de l'iceberg de ce monde géologique, avec seulement quelques sommets de montagnes dépassant des vagues. Vous voyez ? C'est intéressant parce qu'il existe cette croyance mythologique selon laquelle les îles portugaises des Açores seraient en réalité les montagnes restantes qui existaient sur le supposé ancien continent de l'Atlantide. On raconte que le continent a été submergé, ne laissant que des îles. Ici, c'est bien ce qui s'est produit. Peut-être que l'idée vient de là. La Zélandia appartenait autrefois au supercontinent Gondwana, qui rassemblait toutes les terres du Sud il y a environ 85 millions d'années. Elle a commencé à dériver, finissant par sombrer à cause de l'amincissement de la croûte et des mouvements tectoniques. C'était en fait un véritable continent à part entière. Aujourd'hui encore, les géologues défendent sa reconnaissance comme 8e continent terrestre, bien qu'elle soit immergée. Que se serait-il passé si elle n'avait pas coulé ? Imaginez une Nouvelle-Zélande continentale, avec 2 fois plus de moutons, 3 fois plus de paysages époustouflants, et bien plus encore. La Fédération australienne de rugby aurait un grand rival dans le Pacifique Sud. Le peuple maori aurait peut-être développé de plus grands empires, et l'histoire de la navigation polynésienne aurait pu prendre une tournure complètement différente. Qui sait ? Peut-être que la Zélandia aurait été la puissance culturelle et économique du Pacifique, surtout parce que, malgré sa taille, l'Australie est principalement un désert, alors que la Zélandia n'était probablement pas composée de vastes paysages habitables. Maintenant, notre prochain exemple n'est pas très loin, alors déplaçons-nous un peu vers l'ouest, en Asie du Sud-Est. As-tu déjà remarqué à quel point toutes ces îles sont proches ? L'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, même les Philippines, ce n'est pas un hasard. Pendant l'ère glaciaire, le niveau de la mer était suffisamment bas pour révéler une immense masse terrestre appelée la Sundaland. Elle reliait l'Asie à l'Indonésie actuelle et s'étendait dans la mer de Java. La Sundaland couvrait environ 1,8 million de kilomètres carrés, soit une superficie proche de celle du Mexique. C'était un environnement tropical luxuriant, traversé par de nombreux fleuves et abritant une faune unique en son genre. Et oui, des humains y vivaient aussi, contribuant peut-être aux premières migrations vers l'Australie. Comme le Doggerland, la montée des eaux l'a englouti, le divisant en milliers d'îles visibles aujourd'hui. L'inondation a isolé des espèces, créant une biodiversité unique, aujourd'hui présente dans la région, comme le dragon de Komodo ou l'orang-outan. Et si c'était encore au-dessus de l'eau ? L'Asie du Sud-Est pourrait être dominée par une nation ou une fédération unique, modifiant totalement les routes commerciales sans les voies maritimes actuelles. Peut-être que cela favoriserait les caravanes terrestres. Java et Sumatra pourraient être des provinces au lieu d'îles séparées, et au lieu de l'Asie du Sud-Est insulaire. Peut-être évoquerons-nous le bloc de la Sundaland en abordant la géopolitique. Prochaine étape, le nord, vers l'ancien détroit de Bering existant à l'ère glaciaire. Le niveau de la mer a tellement baissé que l'Alaska et la Sibérie étaient reliés par une terre de 1600 km de large appelée Béringie. Ce n'était pas simplement un petit pont, c'était une véritable autoroute pour les humains, les animaux, et probablement quelques mammouths désorientés qui ne savaient pas où ils allaient. La Béringie a été cruciale pour l'histoire humaine. Elle a servi de route pour l'arrivée des humains, en Amérique depuis l'Asie, il y a 20 000 à 15 000 ans. Elle a accueilli des établissements humains pendant des millénaires, le temps que les glaciers fondent et libèrent la migration vers le sud. Finalement, la montée du niveau de la mer a encore frappé et a submergé la majeure partie de cette région. Ils ont inondé le détroit de Bering, isolant ainsi les continents. La Terre a disparu sous l'eau, ne laissant que des souvenirs inscrits dans l'ADN ancien retrouvé chez certains animaux. Si la Béringie était restée sèche, l'Amérique du Nord aurait pu avoir une migration asiatique plus régulière. On pourrait voir une plus forte influence culturelle d'Asie de l'Est dans les traditions amérindiennes, ou l'inverse. Qui sait, la Russie et les États-Unis pourraient être liés par plus que la nostalgie de la guerre froide. Peut-être aurions-nous un chemin de fer de Moscou à Anchorage.
Je pense que cette zone gèle encore parfois en hiver, reliant techniquement les deux continents. Mais ce n'est qu'un tout petit vestige de l'ancienne masse terrestre. Et enfin, allons sous les tropiques, un peu dans les eaux entre Madagascar et l'Inde. C'est là que des scientifiques ont récemment découvert des preuves de l'existence de Mauritia, un micro-continent perdu, qui se trouvait autrefois sous ce qui est aujourd'hui l'océan Indien. Mauritia, ce n'était pas immense, peut-être de la taille de l'Islande aujourd'hui, mais c'était intéressant. Il s'est séparé de Madagascar il y a 60 à 85 millions d'années, lors de la dislocation du Gondwana, côtoyant ainsi la Zélandia un temps. Longtemps, il était vu comme une simple partie du plancher océanique. Mais ensuite, des scientifiques ont trouvé d'anciens cristaux de zircon, qui n'est qu'un nom sophistiqué pour des minéraux, et ils les ont datés à environ 3 milliards d'années, dans les roches volcaniques de l'île Maurice. C'était un problème, car l'île n'a que 8 millions d'années dont quelque chose ne collait pas. Les îles reposaient en fait sur la vieille croûte continentale Mauritia, ce mini-continent que le temps avait fait oublier. Si tout cela était encore émergé, l'océan Indien serait très différent. Il y aurait un autre acteur dans la région en plus de l'Inde, ainsi que Madagascar et les autres nations insulaires. Alors, que nous apprennent ces continents perdus ? Ces continents, sujets idéaux pour documentaires et romans fantastiques, rappellent que notre planète est vivante. Le niveau de la mer fluctue, ce qui est sec aujourd'hui peut être submergé demain. Cela montre que notre sentiment de permanence est éphémère. Les cartes du monde apprises à l'école sont de simples instantanés dans un album géologique, alors gardez cela en tête en les regardant. La prochaine fois que vous regarderez les vastes océans que nous avons, souvenez-vous que ce n'est peut-être pas seulement de l'eau. Peut-être. En dessous, c'est un vestige d'une masse terrestre disparue. Des gens y ont parfois vécu, des civilisations anciennes ont pu exister, ce qui est intéressant à imaginer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mes mécènes pour leur soutien direct. Si vous voulez rejoindre le Patreon et voir votre nom ici dans les crédits, n'hésitez pas à le faire. J'apprécierai vraiment votre soutien, et dans tous les cas, je vous retrouve la prochaine fois, pour plus de connaissances générales.